La cathédrale Saint-Pierre à Poitiers, dont la construction a commencé au XIe siècle, qui a nécessité plus de 100 ans de travaux, est un chef-d'œuvre de l'art gothique réputé dans toute l'Europe. Un lieu très important de l'histoire de France, car c'est ici qu'en 1152, Aliénor d'Aquitaine épousa Henri de Plantagenet, faisant basculer pour 300 ans son royaume dans le camp anglais. L'endroit rêvé pour vous inviter à parcourir la ville pour admirer son exceptionnel patrimoine religieux. Nous découvrirons également Traversée, un événement qui fait dialoguer art contemporain et monuments historiques. Enfin, nous irons dans une friche industrielle réhabilitée, le confort moderne, où l'on trouve notamment la plus grande collection au monde de fanzines, cap sur Poitiers, un patrimoine toujours en mouvement. Importante cité dès l'époque romaine, Poitiers a connu un développement considérable au Moyen Âge, au point de devenir une grande capitale politique et religieuse. Une histoire dont témoignent les très nombreux monuments historiques de la ville, notamment un chef-d'œuvre de l'art roman, l'église Notre-Dame-la-Grande. Explique-moi Bertrand, pourquoi cette église dont les origines remontent au XIe siècle est pour les amateurs d'art et de patrimoine un monument réellement très rare. Alors l'église, elle est célèbre notamment pour sa façade. C'est un modèle de l'architecture romane, de l'art roman en général. Et cette façade a été créée au début du XIIe siècle pour l'édification, l'instruction des croyants et des fidèles. C'est pour ça qu'on y trouve notamment un certain nombre de scènes qui évoquent l'histoire religieuse de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, il y en a qui sont reconnaissables immédiatement, le péché originel, l'arbre, Adam et Ève. Est-ce qu'il y a parmi ces scènes une en particulier, toi, tu affectionnes? Oui, alors il y a la Nativité qui se trouve à droite, qui représente donc la naissance de l'enfant Jésus. On y reconnaît tout à fait la Vierge Marie qui est allongée sur son lit. Ah ouais. On y voit également l'enfant Jésus qu'elle présente de son bras gauche. Et au-dessus, on y reconnaît bien le bœuf et l'âne. Si aujourd'hui on admire la belle pierre calcaire blanche des églises et des cathédrales, il faut savoir qu'au Moyen Âge, elles étaient en grande partie recouvertes de peinture, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. La majorité des décors muraux de Notre-Dame-la-Grande sont le fruit de restaurations souvent fantaisistes du XIXe siècle. Mais il existe un endroit où l'on peut trouver des peintures datant de l'époque de sa construction, il y a près de 1000 ans. Alors pour trouver les peintures les plus anciennes dans l'église, il faut se rendre ici au niveau du chœur. On a ici au niveau de la voûte un programme qui date du XIe siècle mais qui est très abîmé et très peu lisible. En revanche, on a de très belles peintures qui sont conservées dans un lieu qui est assez méconnu. Il s'agit de la crypte dans laquelle on va aller tout de suite. Donc c'est ici en dessous. Alors c'est un endroit qui est accessible habituellement? Alors pas du tout. C'est un endroit qui est fermé pour des raisons de conservation préventive, puisque ces peintures sont donc très anciennes, elles datent du XIe siècle, et elles sont relativement fragiles, et elles font l'objet actuellement, et depuis plusieurs mois, d'une étude climatique, donc température, hygrométrie. Donc effectivement, cet endroit n'est pas accessible, c'est spécialement pour aujourd'hui. C'est un privilège. Exactement. C'est totalement inattendu et
est assez émouvant parce qu'on rentre un peu dans presque un cocon. On sent que c'est un vrai privilège d'être là. On ne peut pas véritablement identifier les personnages qui sont ici. On sait que ce sont des personnages saints parce qu'ils sont nimbés. Ils ont l'auréole autour de la tête. En revanche, on peut identifier les personnages qu'il y a au-dessus, puisqu'on retrouve deux de nos évangélistes, Matthieu et Jean de ce côté-là. Et on retrouve ici le motif de l'agneau. Et d'ailleurs, c'est inscrit derrière, Agnus Dei. On connaît la raison d'être d'une crypte, d'avoir un endroit comme ça enterré sous le chœur. Alors, normalement, une crypte, c'est fait effectivement pour inhumer des personnes. Donc on n'a pas véritablement de vocation de sa fonction. On ne sait pas si elle a réellement servi. C'est bien qu'il reste des mystères encore dans l'histoire. On a encore beaucoup de choses à apprendre sur cette crypte et puis sur ces personnages qui se trouvent ici. Surnommée la ville aux 100 clochers, Poitiers fut l'un des plus importants centres religieux de France. Le quartier épiscopal se développa dès le IVe siècle, quand le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain. En Europe, il ne subsiste quasiment plus de témoignages de cette période, sauf à Poitiers. Alors nous sommes au baptistère Saint-Jean. C'est un édifice majeur puisqu'il est un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien édifice chrétien en Occident. Il a été construit au 5e siècle, à l'emplacement d'une première salle baptismale qui avait été installée, aménagée dans une maison gallo-romaine où il y avait des bains. Donc on a pu, dès le départ, bénéficier du bassin et du système d'adduction et d'évacuation des eaux de cette maison pour y procéder à la cérémonie du baptême par immersion, comme cela se faisait à l'époque. C'est-à-dire que c'est dans cet espace qu'avait lieu le baptême. Exactement, oui. Alors c'est une piscine baptismale, c'est comme ça qu'on l'appelle, et c'est ici qu'avait lieu cette cérémonie. Aujourd'hui, généralement, le baptême, il est plutôt fait lorsque les gens sont des très jeunes enfants. C'était le cas déjà à cette époque ou pas ? Alors, ça a été le cas par la suite, mais effectivement, dans les premiers siècles, beaucoup d'adultes se sont convertis au christianisme. Effectivement, beaucoup d'adultes ont été baptisés, ce qui explique aussi peut-être la profondeur de cette piscine, pour faciliter notamment l'immersion. À partir du 8e siècle, le baptême par immersion est abandonné. Le baptistère, devenu église paroissiale, va alors recevoir de magnifiques peintures murales, datées du XIe au XIIIe siècle. On y retrouve notamment une représentation en chevalier de l'empereur romain Constantin, le premier à se convertir au christianisme. On comprend, c'est un lieu très rare en France, en Europe et même dans le monde. Et il faut dire, c'est un petit miracle que nous puissions encore le voir. Alors ce bâtiment a failli disparaître au début du 19e siècle. Il a été sauvé in extremis. Alors pourquoi on voulait le faire disparaître ? Alors on voulait le faire disparaître tout simplement parce qu'il y avait un projet d'aménagement urbain pour relier le pont Neuf qui avait été construit à la fin du XVIIIe siècle sur le Clin, pour le relier au centre-ville, et le baptistère Saint-Jean était dans le passage. Donc on faisait un boulevard en fait ici. Voilà, on voulait construire une rue à cet endroit. Poitiers fut non seulement une importante capitale religieuse, mais également un lieu de pouvoir politique de premier plan. Un monument témoigne de cette histoire, et non des moindres, le Palais Comtal. Ses origines remontent à la création au Xe siècle par Charlemagne du royaume d'Aquitaine. Les comtes-ducs qui vont se succéder ne vont cesser d'agrandir, d'aménager l'édifice, avec notamment cette spectaculaire salle d'apparat. Quelles sont les dimensions de cette salle, Hélène ? Alors cette salle, elle fait près de 900 mètres carrés, c'est 50 mètres de long, 17 de large. Donc ça en fait une des salles les plus importantes de ce type-là, construite à cette période-là. On sait à quand elle remonte, du moins dans ses dimensions actuelles ? Alors les premières traces, c'est 10e, 11e siècle. On sait surtout à l'époque d'Aliénor d'Aquitaine, où c'était vraiment une salle importante, une salle d'apparat, une aula. C'était la grande salle, en fait, où étaient reçus tous les convives et où on pouvait montrer la puissance des comtes de Poitou, ducs d'Aquitaine. La partie où nous nous trouvons, elle est postérieure au XIVe siècle. On la doit aussi à un grand prince, Jean Ier de Berry. Là encore, volonté d'impressionner avec ses 3 cheminées, ses vitraux.
Tout à fait. À l'époque, donc le duc de Berry veut aller plus loin dans l'affirmation de son pouvoir et donc il fait construire par Guy de Dampmartin, un architecte, ces 3 cheminées percées de baies. Donc c'était une prouesse architecturale à l'époque assez Au-dessus incroyable. d'une cheminée, normalement, il faut évacuer la fumée. Tout à fait. Donc les conduits, ils passent derrière, justement, pour faire passer la lumière. Et c'est ce qui fait aussi de cette salle un joyau architectural qu'on ne trouve quasiment nulle part ailleurs. Est-ce que par ses dimensions et son faste, cette salle et ses décors traduisent bien la puissance de Poitiers à cette période-là ? Oui, c'est vrai que ça a peu été oublié dans l'histoire, mais Poitiers, à l'époque, est vraiment très puissante. Elle a même été un temps capitale du royaume, elle a accueilli le Parlement de France. Il faut rappeler aussi que l'université de Poitiers, créée en 1431, c'est la 3e créée en France. Elle est encore aujourd'hui très puissante, on a 27 000 étudiants. Mais vraiment, à l'époque, Poitiers est un endroit qui compte dans le royaume. Après la Révolution française, le palais comtal devint le palais de justice. Durant plus de 200 ans, l'un des plus hauts lieux de l'histoire de France se retrouve ainsi occupé par des tribunaux, des bureaux de l'administration. Il ne se visite pas, il est là sans être là. Mais en avril 2019, le palais de justice déménage. La ville saute sur l'occasion et fait l'acquisition du lieu. Explique-moi, Hélène, la raison d'être de cette grande œuvre d'art au milieu de cette grande salle. Eh bien, nous sommes au cœur de Traversée. Traversée, c'est un nouvel événement artistique et culturel qu'a initié la ville de Poitiers et qui s'inscrit dans le nouveau destin du Palais des Ducs d'Aquitaine. Puisque, en fait, après avoir été un lieu de pouvoir, le palais s'apprête à vivre une nouvelle vie en étant offert au public avec de nouvelles activités. Et alors, cette œuvre d'art, comment elle fonctionne ? Parce qu'elle est très impressionnante. Alors, je t'invite à prendre un petit peu d'argile. En fait, cette œuvre, elle a été créée par Kim Soo-ja, qui est une artiste sud-coréenne et qui est l'artiste carte blanche de cet événement Traversée. Ah oui, il faut y aller. Hein. Et donc, je t'invite à malaxer entre tes doigts cette argile. C'est une œuvre qui est une œuvre méditative. Ça invite à faire un retour sur soi en prenant le temps de confectionner la boule la plus parfaite possible. Et puis à rejoindre cette grande table qui est aussi une évocation des banquets qui se déroulaient jadis dans cette grande salle des pas perdus. Et donc, commence à comprendre. C'est-à-dire, en fait, tout ce que je vois devant moi, ça a été réalisé par les visiteurs, c'est ça ? Et tout à fait. On peut laisser sa trace de passage autour de cette table. Une œuvre participative, alors j'y apporte ma contribution. Et moi aussi. Kim Soo-ja, artiste sud-coréenne de renommée internationale, installée aux États-Unis, est l'invitée principale de cette biennale d'art. Elle intervient dans différents monuments de la ville, notamment la tour Maubergeon, l'espace privé des comtes de Poitou, ducs d'Aquitaine. Un lieu qui n'était jusqu'à présent pas ouvert au public. Quelle vision! Avec ces miroirs, on perd ses repères, on ne sait plus ce qui est en haut et ce qui est en bas. Ouais, c'est l'œuvre To Breeze de Kim Soo-ja. Effectivement, quand elle est rentrée dans cette pièce, qui est donc la tour Maubergeon, qui est un espace patrimonial majeur du palais et qui est quasiment inconnu du grand public, elle a eu cette idée de ces miroirs qui viennent en fait révéler l'architecture, ces voûtes merveilleuses. On entend ce souffle-là, qu'est-ce que c'est ? C'est sa respiration, d'où le nom To Breeze. Et ça suit tout un cycle. Il y a certains visiteurs qui viennent faire une séance de méditation dans l'œuvre. Et vraiment là, dans cette pièce, l'architecture devient l'œuvre elle-même. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche. Comment ont réagi les visiteurs, d'ailleurs qu'ils soient de la ville ou non ? Très très positivement. Les œuvres sont faciles d'accès. Elles parlent au sens, elles parlent au regard, elles révèlent l'architecture. Et donc on a eu énormément de visiteurs. Là, on est à 140 000 entrées cumulées dans tous les sites de Traversée. Et des gens aussi de l'étranger qui viennent, qui ont entendu parler soit des artistes ou qui ont envie de découvrir Poitiers avec ce nouveau regard de la création contemporaine. Traversée a été pensée comme un parcours à travers la ville. Au total, 13 sites ont été investis, dont beaucoup de monuments historiques. Des installations sonores, visuelles, qui modifient le regard porté sur ces lieux, mais plus encore, interpellent le visiteur.
Nous sommes Nadège dans la chapelle Saint-Louis, un lieu ouvert là encore exceptionnellement à l'occasion de cet événement traversé. Aide-moi à comprendre cette œuvre de Kim Soo-ja. Oui, alors il s'agit du Bothari Truck Migrateur, donc un véhicule rempli de ces botaris. Alors les botaris sont ces baluchons de nomades. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les œuvres de Kim Soo-ja. Le botari en Corée, c'est un tissu traditionnel qu'on nous offre pour un événement important, par exemple pour un mariage, et qu'on va garder avec soi toute sa vie, comme vraiment quelque chose de très précieux et qui va servir pour emballer ses affaires, vraiment dans l'idée du baluchon de nomade qu'on va garder avec soi toute sa vie. Et Kim Soo-ja, elle s'en sert vraiment comme symbole du voyage et de l'itinérance. Dans l'art contemporain, on cherche à dire quelque chose. Cette œuvre en a bien la démonstration. On est vraiment dans un dialogue déjà, et puis dans l'idée de donner des clés, des pistes aux visiteurs, et après chacun va y voir quelque chose, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de regarder une œuvre, c'est que toutes les façons de regarder cette œuvre vont être intéressantes. Kim Soo-ja n'est pas la seule à intervenir dans la ville. Elle a choisi une dizaine d'artistes pour explorer à ses côtés le thème du voyage, de l'exil, y compris les tragédies actuelles liées à la migration. C'est un étrange abri qui ressemble presque à un igloo. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un jeune artiste d'origine grecque qui s'appelle Achilleas Souras, qui est tout jeune, qui a 18 ans, qui est étudiant en architecture et qui a réalisé cet igloo, cette cabane, avec des gilets de sauvetage qu'il a ramassés sur la plage de l'île de Lesbos. Ce que tu me dis, ça change complètement la vision qu'on a de l'œuvre. C'est une œuvre qui est très, très puissante et très, très marquante. Il faut s'imaginer que chacun de ces gilets a appartenu à une personne qui a fait sa traversée, la Méditerranée. C'est vraiment cette notion d'hospitalité, de refuge qu'il a voulu montrer en construisant cet abri temporaire. Et donc nous, on a cet igloo qui s'appelle SOS Save Our Souls. Donc c'est assez... Sauver nos âmes. Voilà, exactement. C'est encore plus fort, encore plus puissant lorsqu'on pénètre à l'intérieur. Parce que derrière chaque gilet, il y a une histoire qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Tous les gilets sont tournés vers nous. Donc on a déjà l'impression que toutes ces personnes nous regardent et nous protègent et forment cet abri. Et puis après, on ne connaît pas l'histoire. Chacun peut se raconter l'histoire qu'il veut, mais peut-être que ces personnes ont réussi leur traversée, peut-être qu'on ne sait pas du tout ce qui leur est arrivé. Moi, je me raconte que ces personnes, elles ont réussi leur traversée et qu'elles sont là pour nous protéger maintenant avec cet abri qui est là sur Terre. Avoir le label Ville d'art et d'histoire n'empêche pas Poitiers de posséder des endroits où s'exprime une culture beaucoup plus contemporaine. Né de l'activisme alternatif des années 80, le Confort Moderne est aujourd'hui considéré comme une institution culturelle incontournable. Au point d'accueillir également une version de l'œuvre miroir de Kim Soo-ja. Raconte-moi ce qu'était cet endroit avant de devenir le Confort Moderne. Avant de devenir le Confort Moderne, c'était un lieu qui s'appelait le Confort 2000. Et c'était un entrepôt de stockage et de vente d'électroménagers, donc dans les années 70, 80. Avant ça, ça a été une fonderie au tout début du XXe siècle. Et c'est devenu le Confort Moderne en 1983-85, où Fazette Bordage, une des fondatrices de l'association, tombe littéralement en sidération devant ce lieu et choisit d'y inscrire l'activité de l'association qui était nomade jusque-là depuis 1977. On dit que vous êtes devenu une institution de la culture underground. Alors ça veut tout dire et rien dire, underground. C'est quoi? Il y a une ligne directrice en tout cas chez vous. Ça ne veut pas dire grand-chose non plus. C'est dur de devenir une institution avec le temps. Pas du tout, ça dépend ce qu'on met dans l'institution. Moi j'ai l'impression que le projet n'a pas beaucoup bougé. Les fondateurs au départ disaient que c'était un lieu où on pouvait se rencontrer, voir des concerts, des expositions, répéter et monter des projets. Sur le fond, ça n'a pas beaucoup bougé. Ce qui n'a pas bougé surtout, c'est que c'est un lieu qui s'est construit sur l'exigence artistique. Le Confort Moderne en France, ça a quand même été l'un des grands sites pionniers dans ces friches industrielles où il y a une espèce d'effervescence culturelle. Ouais, c'est un lieu historique. Pour ça, c'est une des premières friches avec l'entrepôt à Bourges. Première friche artistique française. On est dans ce mouvement des années 80 où il y a des cultures qui émergent mais qui n'ont pas de place dans la cité.
Et ici, des militants décident d'inventer cette place, de créer cette place pour ces nouvelles cultures qui arrivent. Les pionniers, maintenant, ont une bonne cinquantaine, leurs enfants viennent, et j'ai l'impression que c'est des gens qui ont eu la chance de grandir avec des propositions artistiques fortes, marquantes, qui, quelque part, infléchis, transforment leur vie. Il faut le rappeler, Poitiers, c'est une ville très jeune. Il y a, je crois, 27 000 étudiants. C'est quasiment le quart de la population, ce qui, en proportion, fait l'une des villes les plus étudiantes en France. C'est ça, il y a 2 chiffres comme ça. Il y a un quart de la population qui est étudiant et surtout, il y a un habitant sur 2 qui a moins de 30 ans. Évidemment, ici, c'est un lieu qui est fréquenté par la jeunesse. Et on essaie de rester un lieu de la jeunesse, évidemment. Depuis 1985, le Confort Moderne abrite un espace quasi unique en Europe, dédié entièrement à une pratique emblématique de la culture underground, le fanzine, qui est né dans les années 70-80. Marie, l'une des fondatrices du lieu, s'occupe depuis plus de 30 ans de collecter, archiver et valoriser ces publications artisanales qui racontent une époque. Alors explique-moi, Marie, ce qu'est exactement un fanzine? Alors, un fanzine, c'est une publication amateur, c'est-à-dire un magazine réalisé par des gens qui ne sont pas professionnels, mais qui ont des choses à défendre, des idées à promouvoir. Voilà, c'est un mot qui a 90 ans, hein, c'est né dans les années 30 aux États-Unis, et c'est la contraction de Fanatic Magazine. C'est des magazines faits par des fans, pour des fans. Ça veut dire quoi? On cultive un esprit de liberté, voire libertaire aux origines? Liberté, libertaire, oui, mais même plus simplement, juste l'envie de dire des choses. Pas forcément, on parle de presse alternative, pas forcément contre-culturelle, mais aussi simplement sur d'autres objets que le mainstream, que ce qu'on trouve en général. Donc classiquement, dans les années 60-70, ça a été la musique, puisque pas beaucoup de presse spécialisée dans le rock, et souvent aussi des publications qui étaient faites par des fan clubs. Ça fonctionne comment, en fait, la fanzinothèque? Vous avez toute cette collection, mais c'est quoi? C'est accessible? C'est pas une bibliothèque, ici? On peut dire que c'est une bibliothèque spécialisée. C'est-à-dire qu'on peut venir chercher et lire chez soi Alors, les poids de vin, parce qu'on ne fait pas de prêt à distance, mais les poids de vin peuvent prendre une adhésion et emprunter les exemplaires. Et classiquement, on a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent, je dirais bien du monde entier, mais enfin, on a eu des Québécois, des Brésiliens assez souvent qui viennent faire des recherches universitaires et qui ici trouvent de la documentation qu'on ne trouve absolument nulle part. Vous avez combien de documents au total ici? Alors nous, ça fait quand même 30 ans qu'on les accumule ici. On en a grosso modo 56 000. C'est une des rares fanzinothèques en Europe, c'est de toute façon la plus importante. Alors montre-moi peut-être dans les documents un peu, je sais pas, la plus ancienne, par exemple. Celui-ci, ça c'est vraiment les trucs qui sont d'avant le photocopieur, ça s'appelle Chèque, ça date de juillet 66. Et effectivement, le questionnement, c'est pour ou contre Antoine. Bon, il y a une couverture, il y a des photos, mais c'est quand même principalement du texte, avec des photos très très mauvaises, puisque les moyens techniques étaient vraiment très réduits, quoi. Un new wave, punk, enfin là aussi, fanzine, c'est indissociable quand même du mouvement punk, des sûr. Années 80. C'est cette idée du do-it-yourself, c'est-à-dire ne pas attendre de trouver les contenus dans la presse, et bon, on le fait soi-même. Je suis très surpris, très étonné par la diversité des thématiques. Il y a tout, il y a des espèces de romans, des choses très visuelles, des formats assez fous, quoi, là, tout en longueur, des dessins, des grands formats, hein. C'est immense celui-ci, c'est quoi? Ça, c'est le dernier cri, c'est un éditeur de Marseille qui publie depuis pas mal d'années des livres totalement inclassables. Et c'est vraiment le principe du fanzine, c'est justement d'être totalement libre dans les formes, puis même se permettre des choses totalement scandaleuses. Ça fait partie de l'idée. Il y a du très grand, il y a aussi du très petit. Il y a du très grand et du très petit, donc tout ça pour dire que voilà, des objets... il faut des lunettes, hein, là. Et ça se lit bien quand même. On peut faire une BD avec finalement pas beaucoup de papier. Je vois que tu as préparé là quelques pièces aussi, c'est quoi? Des choses justement totalement bizarroïdes, mais ce fanzine qui s'appelle Linge, fait par des Canadiennes, est fermé par une agrafe de soutien-gorge. Voilà. Et c'est de l'illustration, c'est du papier qui a été fabriqué par elles-mêmes. Elles ont fait leur papier et ensuite elles l'ont imprimé.
Lorsqu'on dit patrimoine, on pense au château, aux cathédrales. Pour toi, cette production-là, qui a 40 ans, ces fanzines, c'est aussi un patrimoine? C'est un patrimoine, parce que ça représente quand même des centaines, des milliers de personnes qui ont dessiné, qui ont écrit, qui ont réfléchi, qui ont contesté. C'est un pan de la culture quand même, on va dire la culture jeune, parce que c'est quand même plutôt des jeunes qui font des fanzines, mais c'est pas inintéressant de maintenant, avec 30-40 ans de recul, de se dire quelles étaient leurs préoccupations. C'est quand même inscrit dans une histoire. Je voulais vous tirer un coup de chapeau à tous les gens qui travaillent ici, parce que on apprécie d'avoir un patrimoine qui a plusieurs siècles et qu'on peut admirer, mais c'est aussi important de montrer que le patrimoine, il se construit aujourd'hui, qu'il est toujours en mouvement, en fait. Bravo à vous. Et ça continue, puisqu'on reçoit toujours beaucoup de fanzines tous les mois. Combien? Plus d'une centaine par mois. Wow, super. Qui ne sont pas les mêmes. L'aventure continue. Ouais.